Et cette folie des armes, on continue d'en parler avec vous, Patrick Declercq. Vous êtes anthropologue et vous avez, pour mieux comprendre ce phénomène, suivi 2 formations de sniper aux États-Unis. Vous en avez tiré un livre, un sniper en Arizona, chez Budget Chastel. Qu'avez-vous découvert lors de ces 2 formations en Arizona en tant qu'anthropologue? D'abord, on ne peut suivre ces formations que dans une partie des États-Unis très particulière, généralement au sud-ouest. D'abord parce qu'il faut une législation qui soit relativement accueillante, et d'autre part parce que on tire avec des balles qui restent mortel à plus de 2 kilomètres. Et donc, le désert est fort utile dans ce genre de choses. Ce que j'ai vu, c'est que j'étais là avec une population de gens qui étaient essentiellement des anciens militaires, généralement Marines. Les instructeurs étaient des Marines. Ce sont des écoles, il y en a plusieurs dans tous les États du Sud-Ouest, qui en fait enseignent aux particuliers, mais aussi qui sous-traitent, qui proposent leur formation à l'armée. Certains. Ce sont des organismes privés. Hein, ce sont des organismes privés, mais qui peuvent travailler pour l'État, etc., etc. Qu'est-ce que vous y avez vu alors, justement? Parce que j'allais revenir sur ces Marines et sur d'autres. Honnêtement, quand on vous lit, on a l'impression que certains seraient mieux dans un cabinet de psychologie, hein. Il y a une érotisation des armes, et c'est pour ça que, d'ailleurs, c'est un des fils rouges de ce livre qui ne me vaut pas d'ailleurs de me faire que des amis. Non pas que je défende n'importe quel assassinat de près ou de loin, mais j'essaye dans ce livre d'explorer en quoi est-ce que manipuler des armes, apprendre à tuer, parce qu'une école de sniper, c'est une école d'assassinat à distance, en quoi est-ce que c'est une source de satisfaction, de plaisir et d'érotisation? Cette question seule est obscène. Vous-même, vous dites que vous êtes fasciné par les armes, ça vient aussi de votre milieu familial et notamment d'un oncle. Et il y a cette masculinité aussi, cette représentation de la masculinité qui est très forte. C'est-à-dire que j'ai connu cela. Mon oncle était mercenaire au Katanga. Quand il est rentré du Katanga, expulsé par les Nations Unies, il est rentré. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il est venu loger chez mes parents. La première chose qu'il a fait, c'est mettre son béret de mercenaire sur ma tête. J'avais 6 ans. Donc, ça marque un peu psychiquement le psychanalyste que je suis devenu. Mais je ne suis pas du tout un fanatique des armes. Simplement, j'ai connu très tôt. J'ai passé, en fait, ça ne s'entend pas, mais ma première langue est l'anglais. J'ai connu très tôt la pratique des armes, tirer au fusil à 22 long d'abord, etc. Je sais faire ça, donc j'en connais la fascination et la séduction. C'est pas pour ça que vous y êtes favorable. Ni que je suis un fétichiste de la chose. Voilà, en tant qu'anthropologue, vous avez voulu comprendre. Il y a cette fascination, justement, mais ces gens que vous avez rencontrés, est-ce que ce sont ces électeurs de Trump, par exemple, ceux qui viennent de cette Amérique blanche, qui se sent dénigrés, délaissés? Absolument. J'étais là en 2012 et en 2016, dont je suis sniper contre sniper, sniper avancé, instructeur. En regardant le 6 janvier l'invasion du Capitole, c'était les mêmes. C'était les mêmes avec les mêmes drapeaux sudistes. Le fameux drapeau sécessionniste, ouais. Qui n'est plus devenu un symbole de la guerre de sécession, mais qui est devenu une espèce de revendication générale du peuple, enfin, de la moitié du peuple américain qui se sent de plus en plus aliéné et qui se voit là-dedans. C'est pour eux la vraie Amérique, une mythologie, la seule réelle. Une Amérique rêvée. Et blanche. Et blanche. Les défenseurs d'une vente très libre des armes s'en réfèrent toujours au 2e amendement de la Constitution des États-Unis. On l'entend sans arrêt, et notamment de la part de la NRA, qui est ce lobby qui défend la vente d'armes très très libre aux États-Unis. C'est un texte qui, pour vous, devrait être totalement revu puisqu'il serait anachronique. Il est parfaitement anachronique, et c'est évidemment ce qu'avance toujours non seulement la NRA mais les Républicains pour dire attention, c'est la Constitution, ne touche pas. Ça, c'est le 2e amendement.
Je vous lis en anglais et vous avez la traduction immédiate mot à mot après. A well-regulated militia, being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. Ça veut dire, une milice bien organisée, étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit du peuple à détenir et à porter des armes ne sera pas enfreint. Très bien, sauf qu'il s'agit de milices, d'une part, et là on ne parle pas de milice, on parle d'individus, oui. d'une part. D'autre part, ce texte date de 1791. Les choses technologiquement ont légèrement évolué. Voilà, ça n'a rien à voir. On ne parle pas de la même chose. Et vous faites aussi cette remarque intéressante qu'on ne connaît pas forcément, c'est qu'en France, il est assez facile aussi de s'acheter des armes. Des armes de catégorie C. C'est-à-dire pas les revolvers ou pas des fusils semi-automatiques, enfin, des armes de poing ou des fusils automatiques. Mais quelle ne fut pas ma sidération pour aider à écrire ce livre, qui était très difficile parce que c'est très compliqué de raconter en français ces techniques, ces échanges, etc. Peu importe. Je me suis dit, je vais essayer de trouver un lointain cousin de l'arme que j'avais là-bas pour faire les gestes. J'ai retrouvé la même Remington 700. Alors il faut être... Et on peut tuer à 2 km, vous le disiez tout à l'heure. Et on peut tuer à 2 km, on est précis. J'ai été testé, moi, avec cette arme en Arizona, sur 1 km 100, mais sur des images, enfin, des images humaines où on choisissait l'organe. C'est-à-dire qu'on était d'une extrême précision. Acheter ces armes ici avec des munitions à volonté est sidérant. Qui plus est, en France, on peut, si on a le droit d'acheter ces armes, il faut là aussi casier judiciaire vierge, etc., faire partie d'un club, on peut aussi se procurer tout ce qu'on veut en termes de silencieux. Donc, silencieux, bipied, armes de même catégorie à volonté, on ne peut pas en acheter une, on peut en acheter plusieurs, c'est une folie en marche. Mais il y a une limite, vous le dites, mais une limite qui est complètement ubuesque, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'avoir plus de 1000 balles par jour, d'acheter plus de 1000 balles par jour, c'est ça ? C'est ce que l'armurier chez qui j'ai acheté mon fusil m'a expliqué. Il m'a dit « Ah non, mais en France, on n'est pas aux États-Unis, monsieur, on ne fait pas n'importe quoi, pas plus de 1000 cartouches par jour. » C'est dément. Est-ce qu'on risque un jour d'avoir ce même genre de vague, de massacre, comme on peut le voir aux États-Unis, avec ces armes qui circulent? Vous dites qu'il y en a beaucoup aussi en France. Il y en a, les études les plus fiables montrent qu'il y en a un peu plus de 12 millions d'armes déclarées. On pense qu'il y a certainement à peu près 3 millions encore qui ne sont pas déclarées, plus qui sait. Donc on est raisonnablement un minimum de 15 millions d'armes en France. C'est horriblement dangereux. Merci Patrick Declercq d'être venu et de nous avoir alertés sur ces questions. Sniper en Arizona, c'est donc publié chez Bucher-Chastel. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et c'est la fin de votre journal international. Merci à vous.